Ok, Alors, bonjour tout le monde, bienvenue avec Expert Confiance. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un homme extraordinaire, un homme qui est vraiment en accord avec ses valeurs. Oui, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas perdu du tout dans la vie de tous les jours et de plus en plus, je côtoie des gens qui sont de valeur, des gens qui sont bienveillants et chacun à notre façon, on veut vraiment faire rayonner le monde. Alors, je vous présente tout de suite David Job. Bonjour David. bonjour Nancy. Alors, petite introduction. Oui, euh, ouais, je me présente peut-être. Oui, j'aimerais savoir qui Ouais. tu es pour que les gens te connaissent un petit peu plus, oui. Alors, je m'appelle David Job, je suis expert en excellence opérationnelle, qualité management, etc. Alors, par la suite, je pense qu'on parlera plus de ce que c'est, de mettre des définitions là-dessus. Oui. Et depuis peu, en fait, j'ai ajouté un concept qui est l'excellence personnelle. Voilà, on dévoilera tout ça tout à l'heure par la suite. Et voilà, je me définis comme étant expert en qualité et en expérience et en excellence, pardon, opérationnelle et personnelle. Super. Donc, ça met vraiment bien la table pour les gens qui sont en train de suivre l'entrevue avec nous. On vous salue d'ailleurs. Merci d'être là avec nous. Alors, David, c'est vraiment superbe parce que les gens qui me connaissent vraiment, qui font partie de ma communauté, c'est des gens qui travaillent leur confiance et leur estime vraiment pour aller chercher des sommets encore plus hauts. Et toi, tu parles d'excellence. Alors vraiment, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, je parle de mon parcours. Moi, je suis ingénieur qualité et méthode. Donc, en gros, c'est dans les entreprises, les organisations, la mise en place des processus, la norme ISO 9001, qui est la norme qualité. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire c'est les processus, gérer les processus pour offrir des produits, des services de qualité à des clients, de manière à avoir la satisfaction des clients, de manière à optimiser ses revenus, etc. Et avoir un système global, systémiquement parlant, être top et être opérationnel. D'accord. Donc, on parle vraiment d'organisation assez précise avec des étapes régulières. Voilà. Ça c'est la qualité manuelle, la qualité et l'excellence opérationnelle. Donc voilà, j'ai ingénieur qualité méthode. J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises, on va dire celle dont je suis le plus fier, celle que j'ai fait le parcours le plus marquant, c'était Halliburton, qui est une entreprise des États-Unis qui avait un siège à Bruxelles, dans lequel donc je gérais la qualité, j'étais responsable qualité là-bas. J'ai géré des projets d'excellence opérationnelle. Voilà. Et puis après, je suis passé dans d'autres types d'entreprises. Je suis passé dans les entreprises des chemins de fer. Je suis passé aussi en tant qu'indépendant, comme consultant, pour des projets bien plus précis, plus petits. Donc toujours une partie de la qualité ou de l'excellence opérationnelle ou de la mise en place de process ou la gestion de la fabrication. Voilà, donc j'ai, on va dire, une assez grande expérience dans ce qui est la qualité, l'optimisation industrielle, essentiellement. Très intéressant, vraiment. Alors, ça prouve que il y a moyen d'avoir une structure. Oui, dans les entreprises, c'est nécessaire pour avancer, pour toujours voir plus loin, mais c'est quelque chose qu'on peut transférer chez l'humain aussi. Alors voilà, justement, c'est ça tout le point, et tu fais très bien le citer. Pourquoi j'ai développé aussi ce qu'on appelle l'excellence personnelle, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient super performants au travail, ils méritaient vraiment d'avoir leur tête de l'employé du mois, là, tu sais, comme on voit chez McDo, là, sans faire de pub, derrière l'employé du mois, ils étaient vraiment extraordinaires. Puis quand ils arrivaient chez eux, ils tiraient une tête jusque par terre, ça se passait pas bien, pas d'envie, à la limite même vers la déprime, etc. Pourquoi quelqu'un il performe sur son milieu du travail et puis chez lui ça se passe pas bien? Pourquoi cette division-là? Pourquoi est-ce que le monde du travail est un monde à part du monde personnel? Pourquoi est-ce que des choses ne seraient pas imbriquées? Pourquoi des qualités qu'on développe, des, comment dire, des aptitudes particulières que l'on développe, pour lesquelles on est des champions au travail, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas chez soi? Peut-être pas exactement les mêmes, le résultat ne sera pas le même, mais ces capacités qu'on a au fond de nous, pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas aussi utilisables chez soi? Pourquoi quand on ferme la porte de sa maison le matin, on se dit voilà, alors, j'arrive dans mon travail, je mets la maison derrière, je suis bien, je rentre, et hop, oh, j'ai une journée pas possible aujourd'hui, me parle pas, me prend pas la tête, c'est pas possible, c'est bon, et je tape mes enfants parce qu'ils m'ont énervé, et je parle mal à ma femme, etc., etc. Pourquoi? À quoi ça sert? Où on est? Où sont les priorités? Et c'est dommage. Donc, je pense qu'on passe à beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, voilà,
il y a moyen de trouver la façon de performer tout le temps, d'être sur l'excellence personnelle et d'avoir une qualité de vie. Donc là, voilà. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, justement, qui se trouve moche quand il arrive à la maison, qui a l'impression peut-être qu'il n'a pas les capacités pour, alors qu'à l'extérieur, on dit justement que tout va bien, il a le vent dans les voiles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi. C'est beaucoup de travail sur soi-même. C'est vraiment travailler sur soi-même, l'image de soi. Il y a l'image de soi, il y a la confiance en soi. C'est vraiment faire un travail de questionnement. Je retiens une phrase, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est David Lefrançois, qui à un moment donné, sur ses coachings en confiance de soi, il parle, il dit, vous êtes dans un travail, on vous a fait confiance pour un travail. Pourquoi vous n'avez pas, vous, cette confiance-là? Et c'est une phrase que je trouve extraordinaire parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas confiance en soi? On a confiance en nous. Notre femme nous aime, elle a confiance en nous. Nos enfants, ils attendent de nous qu'une chose, c'est qu'on leur apporte de la confiance. On est là pour les… Alors, pourquoi? Donc, je pense que le premier travail à faire, c'est un espèce de travail comme ça d'introspection. Et si on n'y arrive pas seul, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a du coaching, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour aider. Se mettre à se questionner, se dire d'abord, je vais travailler sur ma vision positive des choses. Tout est lié. C'est-à-dire que si on a une vision positive des choses, on aura une vision positive de soi. Si on voit le voisin, parce qu'il a une plus grosse voiture, on ne dit pas, waouh là là, lui, il a réussi, moi j'ai raté, il a une grosse voiture. Peut-être qu'on dit, waouh, ben, il a mérité sa grosse voiture parce qu'il en a vachement galéré pour en arriver là. Maintenant, il a une très belle réussite et je suis très content pour lui. Et bien, si on part avec cette vision du monde-là et qu'on en ça devient leitmotiv, notre vision personnelle va changer et toute la vision qu'on a autour de nous, elle va changer. Donc, du coup, on a une estime de nous-mêmes. Ma femme, c'est la plus belle du monde. Mes enfants sont les plus intelligents du monde. Et c'est vrai. C'est vrai. Et nous, on vaut 15 millions de dollars. Simplement, il faut en avoir conscience et voilà, et le mettre en valeur. Voilà. Je trouve ça très, très beau. Et puis tantôt, justement, David, on parlait comme ça, micro fermé, et tu m'expliquais un petit peu ta vision quand tu te réveilles le matin. J'aimerais que tu en parles un petit peu aux gens parce que c'est très pertinent. Voilà, alors, voilà. Ma vision est très simple. Je me lève, si je me suis levé ce matin, c'est que j'ai une mission à faire aujourd'hui, déjà. Donc, c'est sûr que ma journée, elle va être belle puisque j'ai une mission, j'ai un but. Il n'y a rien de plus terrible que de ne pas avoir de but. Donc, j'ai un but. Donc, c'est-à-dire que ma journée, elle va être extraordinaire, elle va être belle. Mais, c'est sûr, c'est qu'elle sera moins belle que demain. Par contre, elle est beaucoup plus belle que ma journée d'hier. Voilà, c'est comme ça que je me lève le matin. Voilà, c'est un motto qu'il faut que je travaille. Je peux dire que c'est un travail, c'est pas inné. Il y a des fois on se lève, comme on dit, du pied gauche, mais si on revient là-dessus et si on n'arrête pas de se le dire, on se frotte les yeux le matin, on se regarde dans la glace, dit ah, toi, tu vaux 15 millions de dollars. Ta journée, elle va être extraordinaire. Et ce que tu vas faire autour de toi, ça va être vraiment magnifique. C'est pas que des phrases en l'air, parce que le fait de l'avoir formulé, le fait de se l'avoir dit, ça va rentrer dans son subconscient. C'est des choses qui peuvent être banales. Peut-être qu'on va simplement offrir un sourire à quelqu'un en sortant de chez soi. Peut-être qu'on va simplement ouvrir la porte à quelqu'un. On ne sait pas derrière tout le bien qu'on va lui faire. Peut-être que cette personne-là qui était la tête par terre parce que ça se passe mal chez elle, le fait qu'elle ait une autre sourire à nous, on lui a peut-être donné quelque chose. On n'en sait rien. C'est pas notre problème à la limite. Notre problème à nous personnellement, c'est de faire le bien. À la limite, qu'on l'ait fait, qu'on l'ait pas fait, ce qui est important, c'est qu'on ait nous cette conviction qu'on l'a fait. Voilà. Et pas besoin de retour. On ne fait pas les choses pour avoir un retour. On fait les choses parce qu'on veut faire le bien autour de nous. Bienveillance. Totalement. Et je trouvais que c'était vraiment un message que les gens se doivent d'entendre aussi. Commencer sur une note positive le matin au lieu d'ouvrir un œil et de dire « Oh non, réveil matin. Oh non, encore une journée. » Ça part un petit peu plus difficilement quand on va dans ce sens-là. Oui, moi je me souviens, puisqu'on parle, je voudrais une de mes expériences de travail, c'est les phrases types comme ça du lundi matin, c'est ah alors comment ça va? Comme un lundi. Ouais. Alors, le vendredi, c'est comment ça va? Vendredi, hein? Et puis ce qui m'a tué, c'est le mercredi à midi. Comment ça va? Tu l'entends? Quoi? La machine a coupé la semaine en deux. Imagine que ta semaine, elle est rythmée, ta semaine professionnelle, on va dire. Elle est rythmée par le premier jour où tu vas au travail, où tu dis
Bon, on va démarrer, c'est parti. Que la moitié de la semaine, on est content parce que on a la moitié derrière. Et tant pis, on a encore la moitié de la charte derrière. Et puis vendredi, on est super content, non pas super content parce que on a fait quelque chose d'extraordinaire cette semaine, on a pu faire avancer sa boîte, son patron, ses amis, les trucs en ce moment. Mais on est super content parce que ça y est, c'est le week-end. Et les gars, changer de métier, changer de travail, c'est autre chose. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi parce que sinon, quelle qualité de vie on peut avoir à part, bien entendu, le côté monétaire, probablement? C'est ça. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'on est tous interconnectés. C'est-à-dire les gens sont très facilement influençables, inconsciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire un type qui fait la gueule en face de vous, Oh, oui. il y a beaucoup de chances que si vous restez tout le temps à discuter avec lui, etc., il fera la gueule aussi. Ça va influencer sur. Je veux dire, on va faire la gueule et puis on sera de mauvaise humeur, etc. Et c'est dommage. C'est dommage. Finalement, on a, je sais pas, 70 ans, 100 ans. Bon, ce serait dommage de les gaspiller à se faire la gueule. Exactement. Ils disaient, oh, finalement, avoir su, j'aurais peut-être fait un sourire. Ce serait peut-être le meilleur moment de le faire maintenant. Voilà, exactement. Totalement d'accord. Alors, David, écoute, j'aimerais que tu nous amènes un petit peu sur une autre piste parce qu'on parlait en début d'entrevue que tu vises beaucoup l'excellence et c'est ce que tu veux transmettre aux gens aussi. Comment viser l'excellence? Oui. Alors, comment tu aides les gens à viser l'excellence? Okay. Alors d'abord, souvent, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience de quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils en sont. D'abord, simplement où ils en sont, faire un petit peu un inventaire de là où ils en sont, leur vie personnelle, professionnelle, financière, comment ça se passe à la maison, leur relation à l'autre, etc. Où ils en sont et où est-ce qu'ils veulent aller. Pour prendre un petit peu le décor, voir où on en est. Avec vraiment le monde du travail, c'est-à-dire on met les indicateurs, on veut avoir du progrès, donc on met des indicateurs de progrès. Et donc où on en est aujourd'hui pour savoir où on va aller demain. Et qu'est-ce qu'ils en veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur rêve de vie personnelle dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 mois peut-être. Est-ce qu'ils ont un gros projet, un super projet qu'ils ont envie de réaliser, qu'ils l'ont jamais fait? Pourquoi? Donc cette espèce de questionnement comme ça, voilà, ça commence par une espèce de questionnement informel, plus ou moins informel, comme ça, entre nous. On discute comme là, on est en train de discuter. De ça, il se ressort souvent pas mal de choses. Et puis, alors, en mettant le tiens, mais en fait, tu vas parler de ce rêve-là que tu as depuis que tu es adolescent. Est-ce que tu l'as mené? Tu l'as fait? Soit un peu, non, je t'ai mis de côté. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer? C'est quelque chose que tu as envie de faire? Oh ouais. Souvent, les personnes, elles changent. Le non-verbal est très important dans ce cas-là, parce que souvent, la personne, elle s'illumine. Et puis, on voit que leur côté un peu infantile, comme ça, qui est naïf, qui est extraordinaire, parce que c'est ce qui va nous porter. Et puis, ils l'ont jamais fait. C'est parfois dommage, parce que si on y arrive, eh bien, il y a tellement de choses positives qui vont se déclencher que ça va être positif. Donc, voilà, ça, c'est, on va dire, vraiment le point de départ. Le point de départ voilà, on va définir les projets, on va définir la vision qu'on a. Et de cette vision-là, quelle va être la mission qu'on va se donner, quels vont être les objectifs qu'on va se donner. Sur base de nos valeurs aussi, parce que c'est très important. On a un cadre, hein, qu'on se respecte. On ne va pas se mettre à tout détruire autour de nous parce qu'on veut atteindre son objectif. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de rester dans nos valeurs, qui sont des valeurs de nos croyances. Alors, nos croyances ne sont pas toujours bonnes. Pourquoi est-ce qu'on a ces croyances-là? Et parfois, ça vaut la peine de se les remettre en question un petit peu. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Totalement. Et ça m'amène vers une nouvelle question. Tu parlais de se poser des indicateurs de performance, je crois. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Les indicateurs. Alors, le mot performance, ça a un avantage, c'est un inconvénient. C'est que l'avantage, c'est que ça dit, on va performer. L'inconvénient, c'est que ça se donne un peu un côté compétitif, etc. Alors, parfois, c'est bien, ça motive. Mais bon, alors, c'est les indicateurs de performance ou indicateurs tout court, ça va bien aussi. Alors, ce qui est important, c'est la fameuse notion SMART. Les indicateurs, ils doivent être mesurables, ils doivent être simples, ils doivent être acceptables, ils doivent être mesurables, bien sûr, et surtout dans le temps aussi. Donc, essayer de faire les plus qualitatifs possibles, les plus en correspondance, et surtout en correspondance avec nos objectifs. C'est-à-dire qu'on va se donner un objectif à court terme, moyen terme, long terme. Et ce qui est important, c'est de se mesurer par rapport à cet objectif. Où on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on s'est mis? Alors, il y a
y a l'objectif, puis il y a les sous-objectifs. Et chaque fois, c'est de se mettre cet indicateur-là derrière et travailler avec cet indicateur-là. Moi, je suis un grand fan de management visuel. Donc, dans les entreprises où je mettais l'excellence opérationnelle, j'ai beaucoup travaillé sur les méthodes qu'on appelle le Lean Management. Et dans le Lean Management, le management visuel est très important, c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler par la photo, on va beaucoup travailler par afficher les choses, par les couleurs, etc., etc. Et c'est un avantage, c'est que c'est sous les yeux, c'est que tant qu'on n'a pas représenté les choses face à soi, on n'a pas tellement la conscience. Et donc, c'est de se mettre ces indicateurs face à nos yeux, c'est de les mettre de façon fun aussi. Un indicateur en mettant 15%, c'est bien, mais si on se fait une espèce de jauge, un espèce de thermomètre, etc., c'est visuel, c'est jouette, comme on dit en Belgique. C'est sympa en même temps, donc voilà, ça donne envie de progresser. Et voilà, ça donne envie de progresser, de voir ces indicateurs qui passent au vert, etc. Alors ça, c'est pour l'entreprise. Peut-être pour les personnes, c'est peut-être moins formel, mais ça doit être sérieux. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller avec la façon un petit peu plus ludique pour quelqu'un qui aime le côté créatif, le côté bricolage, en y allant avec un vision board? Avec un… Je pense, voilà, encore une fois. À quoi? Un tableau de vision? Un tableau de vision board. Ouais, bien sûr. C'est très fortement conseillé. Alors, on peut faire ça avec des tablettes, ça dépend. Je veux dire, le moyen… J'avais un prof qui disait, de méthode, justement, la meilleure méthode, c'est celle qui marche. OK. Alors, c'est vrai que les méthodes, elles doivent être suivies parce qu'elles n'ont pas été inventées pour rien. C'est que ça répond à des standards, mais après, il faut qu'elles vivent. Ce n'est pas une norme qu'on va mettre sur un coin de la table et puis qu'on va se faire certifier pour la norme. Donc, si on n'en a pas fait vivre de l'intérieur, ok, peut-être qu'on va avoir le tampon, ok, c'est bon, mais ça ne va pas durer longtemps. Si on veut que ça dure dans la longueur, il faut s'approprier les choses. Donc, s'approprier sa méthode. Il y a des gens qui vont être super smartphone, tablette, etc. Donc, ils vont se mettre leur indicateur sur leur téléphone en fond. Il y a peut-être des mecs qui vont être doués, qui vont se développer une application. Il y en a qui vont se mettre leur tablette. Il y en a qui vont simplement prendre un grand papier Bristol et puis mettre les indicateurs dessus. Je crois que ça, c'est la méthode. Ce qui va être en tout cas très important, c'est qu'elle soit accessible rapidement et facilement, puisque on a besoin de s'y référer souvent. Ce que je conseille souvent, c'est de la placarder au frigo, de la partager. Quand on se fait un projet de vie, c'est un projet de vie avec des gens qui nous entourent, nos femmes, nos enfants, pour ceux qui sont mariés, sinon les gens qui nous entourent. Et donc, un maximum, les faire partager ces moments-là aussi. Et souvent, ça marche, surtout quand on a des ados qui sont un petit peu plus… rebelle ou… Ouais, mais non, même pas. Moi, je vois vraiment côté positif. Ça suffit à acclamer. J'ai des adolescents qui sont, il y a des adolescents qui sont super sympas, et tous les adolescents sont super sympas. Parce qu'il y a un grand principe qui dit que ce qu'on voit chez l'autre, souvent, c'est une partie un petit peu à réparer chez nous. Alors, si les ados ne sont pas si super sympas que ça, c'est peut-être que chez nous, on trouve quelque chose qui est peut-être amélioré. Non, bon, hein. Alors, bon. J'ai peut-être un petit côté rebelle. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, moi, si je me permets de le dire, c'est parce que je le vis aussi. J'ai la chance d'avoir des adolescents aussi. J'ai un grand qui a 18 ans, j'ai une fille qui a 15 ans, puis j'en ai d'autres aussi. Mais on va dire qu'eux sont ceux qui vont le plus nous aider. C'est-à-dire, on veut faire une diète, par exemple, c'est eux qui vont dire, dis papa, t'as préparé ta salade? Parce que là, je vois sur le panneau que tu devais manger normalement une salade à midi. C'est quoi ton assiette là de ce midi? Qu'est-ce que tu as mangé ça? Et on ne peut pas mentir à des enfants, on ne peut pas mentir à des adolescents. Soit on peut se mentir, mais même si ça n'a aucun intérêt, mais on peut se mentir, mais mentir aux autres, on n'y arrivera pas. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est faire partager toute la famille, faire partager. C'est un objectif de vie, qualité de vie, excellence de vie, donc vie, tout ce qui va avec, autour, la vie, la famille, les amis, etc. On peut partager. Si notre objectif, c'est d'avoir une vie sociale avec nos amis au top, les faire partager aussi. Voilà. Superbe. Alors, on engage tout le monde avec nous et on y va. Ça nous donne vraiment, ça nous propulse, ça nous donne de l'énergie et de la positivité pour continuer. Exactement. Et surtout, c'est un effet aussi de polarité. C'est-à-dire que moi, un jour, je me lève, je suis pas au top, mais le fait que j'ai fait partager mes enfants, ma femme là-dessus, je vais pouvoir avoir du répondant. Dis-moi, t'as vu la tronche que t'as ce matin? Alors, elle est où ton énergie? Tandis que si on est tout seul à faire son truc, c'est facile de descendre, oui, et d'aller jusqu'au fond si on n'arrête pas avant. Exactement. Voilà. Super. Alors, quand tu parlais de qualité de vie, moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu parles de toutes nos sphères de vie qu'on a pour justement avoir une excellence au bout du compte. Oui.
Encore une fois, je reprends un peu la notion d'entreprise. L'entreprise, c'est quoi? C'est le département des achats, c'est le département, c'est service client, c'est le département qualité, etc. C'est toute une vie d'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise qui a une mauvaise structure d'achat, ben, elle va perdre beaucoup d'argent. L'entreprise qui n'a pas de qualité va perdre des clients. L'entreprise qui n'a pas de clients, elle ne va pas vivre du tout. L'entreprise qui a une mauvaise gestion financière, bon, on en parlait, etc., etc. Donc c'est systémique. C'est tous les pôles en fait. Et bon, alors c'est assez classique en coaching, ce qu'on appelle le cycle de la vie. Oui. Mais donc c'est assez important. Toutes les choses sont intrinsèquement liées. Alors il y a des choses qui vont marcher mieux que d'autres, c'est pas grave. Aussi dans une entreprise, il y a des choses qui vont mieux que d'autres. Les choses qui vont bien, ben, on les encourage. Et les choses qui vont moins bien, on va y travailler. On va essayer de les rapprocher pour atteindre un niveau d'excellence, c'est-à-dire qu'on va avoir un excellent niveau partout. En entreprise, dans le monde industriel, on a ce qu'on appelle le FQM, qui est Ballbridge aux États-Unis. C'est un moyen que les entreprises elles ont de se mesurer par rapport à leur niveau d'excellence justement. Oh, d'accord. Et donc c'est entre entreprises et c'est elles s'attribuent des points. Bon, de façon super simplifiée, elles s'attribuent des points. Et bien on peut faire pareil chez soi. On s'attribue des points par rapport à notre cycle de vie. Notre process entre guillemets financier, c'est pas top parce qu'on s'en sort pas, mais alors on va l'attribuer un mauvais point, donc ça va être un pôle de travail. Par contre, notre process éducation, on est très content, on s'est accordé 80%, donc il est très bon, donc on va le maintenir. Donc on va canaliser notre énergie sur notre aspect financier, et puis voilà, et on s'attribue comme ça un scoring qu'on revoit régulièrement, parce qu'après on va se mettre donc nos objectifs à partir de là. On va se dire voilà, je vais travailler à moyen terme, mon problème à moi perso, c'est les finances, on va dire, ou ça peut être l'éducation de mes enfants. Donc là, ça va être mes premiers objectifs. Donc de là, je me définis des sous-objectifs, je me définis mes indicateurs, comment je vais mesurer que je suis en train de m'approcher de mon but. Et je me remesure tous les 2 mois, tous les 3 mois, je me repositionne et voilà, est-ce qu'il y a une amélioration? Pas d'amélioration, je travaille autre chose. Il y a ce qu'on appelle donc la roue d'amélioration continue. Oui. Je planifie, je fais, je vérifie, et je prends des actions et je replanifie, etc. etc., etc. Donc la route d'Eming, mais voilà, elle est tout à fait applicable aussi dans le monde de la qualité et de l'excellence personnelle. Oui, je trouve ça totalement intéressant ce que tu dis parce que tout est en train de s'imbriquer justement depuis le début de l'entrevue. On parle de certains éléments et là, tout s'imbrique tranquillement, je trouve. Ouais. Alors, très intéressant. J'ai beaucoup joué au Lego quand j'étais petit. Oh, que c'est une belle vision des Lego, j'adore ça. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent actuellement ont justement la même idée, justement que tout s'imbrique, mais je trouve que c'est excellent jusqu'à maintenant. Moi, j'adore ça. Alors, je continue sur ma lignée. Alors, justement, des techniques que tu utilises avec tes clients, on en reparlait un petit peu tantôt, c'est de côté, justement, qu'est-ce qu'on... de se donner des points, de se donner des indicateurs de pourcentage sur les différentes sphères de notre vie, j'imagine? Oui, c'est exactement. C'est-à-dire savoir où on en est, savoir où on en est aujourd'hui, savoir où on veut être demain. Demain, bien sûr, le grand demain. Ou le moyen de demain, et donc se positionner par là, et surtout le management visuel, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire mettre ces indicateurs-là, se mettre cet objectif. Si on a envie, par exemple, de devenir riche, pourquoi pas? C'est un objectif. On n'est pas là pour le juger. C'est très important aussi dans cette démarche, c'est que c'est une démarche vraiment de bienveillance, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger, puisque la personne, elle est elle-même propriétaire de ses propres valeurs, de ses propres désirs, etc. Et si donc, elle a envie d'être riche. Elle va se découper la photo de sa voiture de ses rêves, de sa villa de ses rêves, qu'elle va coller sur son image. Je viens souvent avec cet exemple-là parce que je l'aime beaucoup, l'exemple de Jim Carrey. Je ne sais pas si c'est réel ou je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais on raconte que Jim Carrey, l'acteur américain, tout début de sa carrière, il jouait dans les petites séries comme ça. Il s'était un jour fait un chèque de je ne sais pas combien de millions de dollars. Il se l'est fait, il s'était signé, il a mis une date dessus, il se l'est accroché au frigo. Il ne l'a jamais quitté jusqu'au jour où il a atteint un cachet de la valeur du chèque, à peu près l'année dans laquelle il s'était fixé. Alors, moi, je ne suis pas du tout hypnothérapeute, etc., mais je crois que les gens, ils appellent ça la loi de l'attraction, etc. C'est un peu ça, c'est-à-dire que à partir du moment où je le matérialise, je le visionne, je lui donne une forme, je le concrétise, et donc, il va prendre vie. Toute l'énergie que je vais mettre autour va servir ce projet-là. Voilà. Oui, parce que le cerveau ne fait pas une distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Alors, pour Jim Carrey, est-ce que tu savais, entre parenthèses, que c'est un Canadien, en fait? Je ne savais pas.
Je me disais bien que ce mec-là, il était extraordinaire. Oui, un humoriste qui a fait beaucoup de films aussi. Mais oui, c'est ça, c'est que vu que le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel, Exactement. eh bien, il travaille constamment pour se rendre à un objectif qu'on a. Puis pour lui, c'est un objectif plus à moyen long terme. Il ne savait pas combien de temps ça allait prendre, mais son cerveau a toujours travaillé en fonction. Exactement, tout à fait. Et donc, voilà, c'est important de rendre les choses concrètes, de leur donner une vraie place. Et voilà, pour développer donc toute cette énergie derrière aussi qui est derrière, qui doit servir à cet objectif. Puisque, alors c'est aussi une des méthodes aussi, c'est toujours de se poser un questionnement par rapport à l'énergie qu'on est en train de développer. Est-ce qu'elle sert quelque chose ou pas? On parle donc de la value stream mapping en excellence opérationnelle, c'est la cartographie du flux de valeur où on place en fait ce qui a de la valeur, ce qui n'a pas de la valeur, ou ce qui n'a pas de valeur, mais on ne peut pas faire autrement, donc on va essayer de le réduire au minimum. Ce qui n'a pas de valeur du tout, on va l'éliminer complètement. C'est toutes les méthodes Toyota. Si aujourd'hui, l'entreprise de voitures, bon, bien sûr, je ne suis pas payé par Toyota, mais c'est l'exemple qu'on fait classique aujourd'hui. L'entreprise qui a mieux réussi dans le monde industriel, c'est Toyota avec leur Toyota Production System. Ils ont mis en place ce système-là, c'est-à-dire que l'énergie que je vais canaliser doit servir à l'objectif. Si c'est du gaspillage, je l'élimine, ça ne sert à rien. Donc, je peux réduire mon temps. Je peux réduire mon temps de livraison puisque mon stockage de 3 jours, il ne sert à rien, ça me coûte cher. Donc, on vire le stockage. On va réfléchir de faire en sorte que j'ai plus besoin de stocker, que je sois fluide, etc. etc. Pourquoi on n'utiliserait pas chez soi? Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, voilà, je suis en train de passer mon énergie, gaspiller mon énergie à m'énerver? C'est qu'il fait beaucoup plus ça demande beaucoup plus d'énergie de s'énerver que de sourire. Je suis en train de passer mon énergie à essayer de ressasser les trucs que j'aurais dû faire il y a 3 jours et que je n'ai pas fait. Tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Bon, ok, tu l'as pas fait, tu aurais dû le faire. Peut-être, peut-être. Alors, prends cette énergie, la canalise là, dis-toi peut-être, tiens, si aujourd'hui cet événement se reproduit devant toi, qu'est-ce que tu aurais fait pour faire mieux? Et utilise ça, projette-le et revisite-le tout à l'heure. La prochaine fois que cet événement arrive, vis-le comme ça. Donc voilà, donc le value stream mapping appliqué au développement personnel, ben, c'est canaliser son énergie dans quelque chose qui est compatible avec nos valeurs et qui va servir à l'atteinte de nos objectifs. Je trouve ça très intéressant. Alors justement, d'aller rechercher des petites choses simples, mais pas juste simples. L'énergie, c'est vital. Si on n'a pas d'énergie, on n'avance plus. C'est là où nos batteries sont vraiment à plat. On est vraiment des êtres qui fonctionnent avec un niveau d'énergie. Fait que c'est important de faire attention à ça. Oui, alors j'ai entendu quelqu'un qui faisait une analogie avec l'eau. Vous savez que notre corps il est composé à 70, 80, je ne sais pas exactement, d'eau. Mm-hmm. Ben, l'eau qui ne bouge pas, elle stagne. Ça ne sent pas bon. Il faut la faire bouger, cette eau. Il faut la dynamiser. Donc, soyons. Je dis soyons, je donne c'est un peu directif. Je dis, au moins, essayons d'être toujours dans une dynamique positive en plus. Dynamique positive pour essayer d'avancer. Faire monter cette route d'Hemming là. Nous-mêmes, de nous faire monter nous-mêmes, nous faire progresser nous-mêmes, parce que voilà, je me suis levé aujourd'hui, donc j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je vais progresser aujourd'hui. Je suis sûrement meilleur aujourd'hui qu'hier. Je serai moins bon que demain, puisque aujourd'hui j'aurai appris des choses que demain, je saurais qu'aujourd'hui je ne savais pas. Excellent. Et je sais qu'on en parle depuis le début, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils se posent encore la question, mais qu'est-ce que l'excellence? L'excellence, c'est l'optimisation de toutes ces ressources pour atteindre un niveau, parfait, ça n'existe pas, pour atteindre un niveau élevé, atteindre un niveau qu'on s'est fixé. Ça, c'est de façon un peu résumée l'excellence. Ce n'est pas la définition du dictionnaire, mais c'est la définition qui me convient et qui résume bien, je pense, les choses. Excellent. Je trouve ça super bien. Et je pense que les gens ont accroché avec certaines choses dans le sens qu'ils ont été intéressés par certaines choses. Alors, s'ils veulent te retrouver, mettons qu'ils veulent continuer à travailler sur l'excellence. Voilà, alors je vais trouver. Alors, il y a beaucoup de choses parce que j'ai dit au début de cette interview que le côté excellence personnelle et les côtés qualité de vie au niveau personnel était quelque chose d'assez nouveau. Par contre, au niveau professionnel, ça fait déjà 15 ans que je suis là-dedans. Donc, j'ai un profil LinkedIn qui est bien mis à jour. Donc, sur LinkedIn, on me trouve sans problème. Il va y avoir un site internet tout beau, tout neuf, un blog qui va sortir. Je ne mets pas de date volontairement parce que, voilà, je ne mets pas de date.
On laisse les choses aller, on fait de notre mieux pour arriver au mieux. Voilà, exactement. Donc, on peut me retrouver par là. J'ai une page Facebook qui est personnelle. Mon compte Facebook personnel. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont tourner autour de ça. Pour le moment, c'est LinkedIn qui est la voie royale pour me joindre, pour être en contact avec moi. On tape David Job dans LinkedIn, on tombe sur moi et sur ma trombine, avec moins de poils. Et je suis pas rasé, je suis rasé sur la photo de mon profil de LinkedIn. Et voilà, et puis avec plaisir, je suis prêt à échanger avec vous, à connecter avec vous. Voilà, on est là pour construire un monde meilleur, n'est-ce pas? Merci. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Sincèrement, je trouve que ça a été une superbe entrevue. Merci à toi d'avoir pris le temps de faire justement ce moment-là avec moi. Avec un grand, grand plaisir, Nancy. Je suis très, très, très content qu'on ait fait cet échange ensemble. Super. Alors, j'imagine qu'on va se revoir une prochaine fois. Avec grand plaisir. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, voilà, en route vers l'excellence personnelle et la qualité de vie. Totalement. Ouais. Très bien dit, David. Alors, c'est là-dessus que je termine l'entrevue. Alors là-dessus, à très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci, David. De rien, avec plaisir. Au revoir. Bye bye.